Bon, on y est, cette première émission réellement réservée à nos soutiens sur Patreon. Voilà, j'espère que vous allez être nombreux à participer au chat comme d'habitude. Certains d'entre vous sont déjà là. Fabrice, tu as ton thé, j'ai mon café, Ellie au rendez-vous. Je pense qu'on peut lancer le générique, s'il vous plaît. Allez. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, l'épisode 257 en ce mardi 2 décembre 2025, il est 18h45 et je suis très heureux de vous retrouver, moi, Benjamin Vincent, avec mes copains de ce soir, Elie Abitbol et Fabrice Neumann. Salut les amis. Bonsoir. Salut à toutes et tous. Salut les Et copains. oui, salut à vous deux et salut à nos soutiens Patreon qui... pour la première fois, sont les seuls à pouvoir nous suivre en direct en ce mardi soir, à pouvoir suivre le stream. Et oui, ça fait partie des avantages de nous soutenir sur patreon.com/iweek. Vous recevrez vous aussi le lien pour être au rendez-vous du mardi soir. On a choisi de ne plus diffuser ce direct sur les plateformes habituelles YouTube, X, Twitch et LinkedIn pour plein de raisons qu'on vous a expliquées la semaine dernière. Et puis l'une de ces raisons, c'est que ceux qui nous soutiennent, pour certains depuis longtemps, méritent d'avoir un avantage non négligeable, et celui-là en est un. Donc merci à vous d'être au rendez-vous. On a un gros programme ce soir. Tout à l'heure, on va revenir sur cette info de la semaine autour d'un retour potentiel d'Intel en tant que fabricant de futurs processeur Apple. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien dans les tuyaux, peut-être. Dans quelques instants, l'événement de la semaine, ce sera évidemment le départ de Gianandrea, monsieur intelligence non artificielle chez Apple. Non d'intelligence artificielle. Voilà, notre intelligence artificielle chez Apple départ qu'on a appris lundi soir. Avant ça, un retour sûr. On va sortir de l'univers purement Apple, mais juste pour se dire que Apple n'a pas encore sorti d'iPhone pliant, que Samsung sort un iPhone qui se plie et se déplie 2 fois, parce que c'est un C Fold. Fabrice, une sorte d'ovni. L'étape d'après, parce que là, on passe carrément d'un format smartphone vertical, un barphone, à une vraie tablette pour le coup quand on le déplie. À une vraie tablette. Alors, donc, ça s'appelle, alors c'est bizarre, ça s'appelle trifold, donc 3 fois, sauf qu'il se plie 2 fois, mais il y a 3, donc il y a 3 panneaux. Faut comprendre comme ça. Ouais. 3 panneaux. Et quand on le déplie complètement, ça fait une tablette avec un écran de 10 pouces de diagonale. Bah oui, c'est fou. Donc c'est une tablette, voilà. Quand il est plié de devant et de derrière, d'ailleurs on a l'impression de voir un Galaxy S25. Il y a 3 objectifs photo là en colonne. Et puis il y a alors surtout donc ce qui est étonnant, c'est qu'il est à la fois très fin et très épais, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand il est plié, il fait plus de 12 mm, je crois 12,5 mm, ou peut-être même 13 de l'épaisseur. Ouais, je crois. Voilà, 13 mm. Sans compter les objectifs photo, hein, c'est toujours pareil, on fait semblant qu'ils n'existent pas. Et puis, alors là pour le coup, déplié. Non, pour continuer sur la finesse, quand il est déplié, alors tous les panneaux n'ont pas la même épaisseur. Le plus fin fait un petit peu moins de 4 mm, 3,9 mm. Ouais. C'est quand même voilà, c'est étonnant. Et le panneau du milieu est un petit peu plus épais parce que c'est lui qui doit accueillir. Enfin, pas. Je sais pas si c'est pour cette raison-là, mais en tout cas, c'est ce panneau au milieu qui accueille le port USB-C, qui devient donc un port un peu trop épais pour nos appareils électroniques. Ça me fait rire à chaque fois quand la technique rattrape les standards et inversement. Et puis et qu'il soit plié ou déplié, il fait donc toujours évidemment le même poids et on atteint 309 grammes. Et alors ça commence à faire quoi. Alors
je suis toujours un peu perplexe vis-à-vis de ce genre d'appareil, faut bien avouer. C'est pas le Mais ça pèse combien un iPad standard? un iPad standard, c'est au moins 500-600 grammes. Bah alors, 309, c'est pas si mal. Non, mais sauf que c'est censé être euh, justement un iPad. C'est fait pour être mis dans un sac, ouais, dans une sacoche, etc. Là, je trouve, bon, je l'ai pas eu dans les mains, hein, mais on veut faire croire que c'était, 680 grammes voilà, iPad. on veut faire croire que c'est un téléphone et qu'il peut se mettre dans la poche. Alors non, si tu veux, parce que quand même c'est épais, etc. Non, mais parce que je me pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment plus pratique d'avoir un appareil en impression, si tu dis ça se déplie et puis c'est super, ça te fait une tablette, sauf que même plié à transporter, c'est pas anodin, quoi. Il faut une grosse poche, donc un sac. C'est vrai, mais alors, tu vois, moi qui suis pas du tout un fan des Fold, parce que je trouve que le format carré, ça n'a enfin, pas beaucoup d'intérêt, au moins là, tu le plies pour une raison, et quand tu le déplies, tu as un format, euh, c'est le 9e, enfin voilà, donc pour regarder un film, pour ce genre de choses, là, ça a un sens du coup. Oui, Oui. oui, oui. Oui. Alors, pour continuer sur les techniques, alors déjà, rappelons que c'est pas les premiers à avoir fait une phablette, pour reprendre un vieux terme, qui se plie en trois. C'est Huawei, mais qu'on n'a pas vu en France, Huawei, rappelons que Huawei en plus n'a plus le droit d'avoir les le Play Store de Google, etc. Donc c'est toute une affaire. Mais en termes de matériel, ils avaient déjà présenté un truc qui se déplie en trois. Mm. Et ça, pareil, t'as remarqué? Ouais, il se plie pas Le trop. Samsung, les deux panneaux se replient sur le dessus, alors que le Huawei, en fait, il y en a un qui va en dessous et l'autre qui va au-dessus. Voilà, Exactement. Donc ça veut dire Non. que du coup dans le cadre du Samsung, c'est intéressant parce que l'écran interne qui se plie est toujours protégé quand il est plié, alors que le Huawei, il y a un panneau qui est toujours, ou deux qui est toujours à l'air libre. Enfin donc c'est moins protégé. Bon, Samsung joue vraiment tout le côté tablette, avec en plus leur mode DeX, qui normalement, donc c'est ce mode qui transforme un smartphone Samsung presque en ordinateur, avec des fenêtres qu'on peut utiliser avec un clavier et une souris. Mais jusque-là, il fallait brancher le smartphone à un écran externe et on avait un environnement qui était presque celui d'un ordi. Et là, on peut avoir ça en branchant un clavier et une souris, mais sur le Samsung en question, déplié. Donc, il devient un peu comme un iPad avec le mode fenêtré maintenant qu'on a dans iPadOS 26. Il y a plein de recherches intéressantes, si tu veux. C'est ça qui est intéressant, c'est que ils essayent des trucs quand même. Ellie, est-ce que du coup, on pourrait avoir directement un iPhone qui se plie en trois Non. l'année prochaine? Parce que quel est l'intérêt? Fabrice, il s'est tout fait en buvant son... Non, parce que ça n'a aucun intérêt. Apple travaille sur des choses beaucoup plus intéressantes que ça. D'après certaines rumeurs fantaisistes, mais qui pourraient peut-être un jour être vraies, Apple travaillerait sur un iPad holographique. C'est-à-dire qu'au lieu de se déplier, etc., et même sur un téléphone holographique. Donc, quand on veut avoir un truc plus grand, les mecs ont beaucoup fumé la moquette, mais les rendus sont très jolis. On est sûr qu'Apple, il travaille vraiment, quoi, quand même. Non, mais les vidéos sont très jolies. En tout cas. Non, mais c'est quand même marrant. Apple a toujours pas sorti son iPhone pliant, que Samsung et Huawei ont déjà des smartphones qui se plient pas en deux, mais en trois. Mais en fait, c'est parce qu'Apple secrètement travaille sur un projet qui s'appelle Origami et qui est un truc où ça se déplie en 9. Donc, tu vois, c'est ça. Et ça fait même des cocottes sur la table. Bon, ça fait pas téléphone, mais c'est très joli. Est-ce que vous avez vu cette photo d'ailleurs qui accompagne l'annonce officielle, hein, on parle pas de rumeur, hein, c'est vraiment une annonce officielle de Samsung. Cette photo sur laquelle le trifold est tenu, c'est une photo qui inspirée par l'iPhone Air. Enfin, je veux dire, elle est... Oui, parce qu'on voit, c'est tenu comme ça, là, comme je montre à la caméra, donc à 2 doigts ou 3 doigts, juste sur un bout à l'horizontale. Je vous avais fait la démonstration avec l'iPhone Air et c'est pas facile parce que il y a quand même beaucoup de porte-à-faux, donc il faut appuyer beaucoup. C'est extrêmement désagréable à porter comme ça. Ça ne marche pas, c'est pas vrai. C'est du marketing, c'est faux. Et là, je pense que c'est un peu pareil parce que t'as plus de 300 grammes au bout des doigts.
Mais parce que c'est étonnant, c'est quand même très très fin. La finesse est toujours étonnant, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une info qui n'est nulle part, hein. En tout cas, sur les communiqués officiels, c'est le prix. La sortie va être assez confidentielle parce que ce Trifold, il arrive le 5 décembre uniquement en Corée, je crois. Dans un deuxième temps, dans quelques pays qui sont Singapour, je crois, un ou deux pays en Asie, les US, mais en tout cas, l'Europe est pas du tout mentionnée. Et il n'y a pas de prix pour l'instant, donc on sera fixé peut-être dans 3 jours, hein, le jour de la sortie, j'imagine, parce qu'il faudra quand même qu'ils le vendent, donc qu'il annonce un prix. Ouais. Euh, les sites souvent bien informés, qui ne font que des estimations, c'est pas des prix qui viennent de chez Samsung, l'estiment entre 3000 et 3500 euros. Bah Oui. Pourquoi oui. faire? Bah, alors, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé de l'exemple, un exemple de quelqu'un que j'avais vu utiliser un Fold qui était très content. C'était un réparateur de machines à laver qui était venu chez moi et qui a déplié son téléphone pour me présenter les pièces C'est vrai. détachées. Voilà. Et donc je lui avais demandé. Et la facture, il avait besoin de déplier. C'est tellement cher. Tellement de zéro. Et donc, il m'avait dit, voilà, qu'il était très content parce que il pouvait régulièrement, tout le temps, il avait besoin d'aller sur les sites de fournisseurs de pièces détachées et que c'était plus agréable sur un format un peu plus grand que sur, voilà. Bon, bah, on va voir. Je sais pas, je suis pas sûr Ouais. que ça résiste aussi beaucoup. Voilà, j'ai un doute. Moi, je trouve que c'est lourd et c'est grand, mais je pense à quasiment de tous les smartphones, comme vous savez. Donc je sais pas, mais ils essayent quelque chose. Je trouve ça intéressant. Et en tout cas, ils occupent le terrain. Ils font ça bien. Je trouve ça marrant, quoi. Ils occupent le terrain avant de voir ce que va faire Apple. Ça m'amuse. Bon, tout à l'heure, on parlera donc de cette info de la semaine qui concerne le M7 potentiel avec un retour peut-être d'Intel dans le giron des processeurs utilisés par certains des appareils Apple. En attendant, on va s'arrêter sur l'événement de la semaine et cet événement, c'est le départ de John Andrea de chez Apple. Départ alors qui est très officiel, hein, puisque Apple a quand même consacré un communiqué de presse à cette décision. Alors décision de John Andrea qui quitte son poste, euh, même s'il va rester conseiller d'Apple. Aller pendant une période transitoire, hein, jusqu'au printemps 2026. Hein, c'est vraiment c'est son préavis de 3 mois, quoi, hein, pour la faire courte. Donc on va évidemment revenir sur ce départ, sur le bilan de Gian Andrea, mais Mais on va il aussi. part ailleurs, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il prend sa retraite. Après, c'est ce qu'il a dit. Oh, oui. Il aurait peut-être du mal à trouver, je sais pas. On va aussi en discuter. Euh, en tout cas, il est remplacé par Amar Subramania, qui arrive de chez Microsoft après être passé chez Google. après être passé chez Google, ouais. Oui, il a travaillé sur Gemini. Donc moi, j'avoue que quand j'ai vu cette info qui est tombée donc lundi soir, j'ai ressenti un petit soulagement parce que j'avais l'impression que John Andrea était une épine dans le pied d'Apple, qui ne qui a dû sans doute beaucoup discuter les conditions de son départ, et j'avais l'impression que rien ne pouvait vraiment se passer de bien tant qu'il était là. Alors j'ai peut-être une vue complètement biaisée, je ne le connais pas, je n'ai jamais eu affaire à lui, mais au fil des mois, j'en ai acquis une image pas très bonne. Hmm. Quel est votre sentiment à vous, à la fois sur la nouvelle et sur le bilan de Gian Andrea chez Apple? Et Ben, Lichut. je pense qu'il paye un tout petit peu les problèmes d'Apple Intelligence, hein. Donc il fallait quelqu'un qui devait porter ça. Donc, et c'est un peu son sort.
Ouais. Fabrice, est-ce que c'est un fusible ou est-ce que ou est-ce qu'il a vraiment une responsabilité, selon toi, dans le retard et l'errance d'Apple autour de l'IA? Ça, Je, jusqu'à je- maintenant. ouais, je suis très perplexe parce que franchement, enfin, on a quand même très très peu d'infos finalement sur ce garçon. Il a, je me demande, on a beaucoup parlé des annonces d'Apple en termes d'Apple Intelligence de la WWDC de 2023 où ils ont fait des promesses formidables et qu'on n'a donc toujours pas vu. Hein, rappelez-vous, hein, cette fameuse Apple Intelligence qui était censée, on pouvait demander à son téléphone. 2024, hein, je crois que tu te trompes d'un an. Ben non, parce que justement l'Apple Intelligence a été présentée en 2023, il me semble, non? Non, c'était 2024. Sauf erreur. Hein. Attendez. Alors, ceux qui nous regardent, qui ont le temps de regarder, je veux bien, parce que 2023, je pense, hein, parce que C'est vrai? la version améliorée devait être présentée au printemps 2024. Il me et, semble que 2023, c'est le... Attends, non, j'ai aussi un doute. parce que ça fait longtemps justement. Oui, non, t'as raison, tu as 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 raison. Et enfin, en tout cas, je vais vérifier rapidement, mais il y avait donc beaucoup de promesses qui n'ont donc pas été tenues. On s'en est fait les choux gras ici beaucoup. Ouais. Et on a aussi, au fur et à mesure du temps, appris des trucs comme quoi une partie de l'équipe qui s'occupait de ça au sein d'Apple a été étonnée des annonces faites. Ils n'étaient pas au courant. 10 juin 2024. Merci Didier d'avoir. Voilà, j'étais quand même un petit peu loin. Et donc c'est. Je me demande si la Gianandrea a pas fait partie des gens qui étaient un peu étonnés des annonces qui ont été faites. On lui a confié l'IA au sein d'Apple et il voit que Apple annonce tout un tas de trucs et il n'était pas prêt et on lui a pas dit qu'il fallait qu'il fasse ça, quoi. Ou en tout cas, voilà. Donc fusible, peut-être aussi qu'il n'a pas réussi à soit imposer son calendrier, soit qu'ils n'ont pas vraiment réussi à se trouver une façon d'avancer. On a beaucoup, enfin, je pense qu'on se souvient tous au moment de l'annonce des outils d'Apple Intelligence, on a eu l'impression de voir Apple faire un sprint en disant oui, nous aussi, on est là, on sait faire, on va faire plein de trucs. Regardez, c'est formidable. Et puis ensuite, rien ou pas grand-chose, pour pas trop exagérer. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu deux mauvais coups, parce que le premier, ça a été, on n'est pas prêt, mais au printemps prochain, vous allez voir ce que vous allez voir. On a tous attendu ce printemps prochain dans lequel il manquait le Siri intelligent qui était en fait ce que tout le monde attendait. Et ils ont dit, non, mais ça sera le printemps de l'année d'après. Donc du coup, c'est 2 ans de retard. C'est énorme. Alors, dans le chat, Didier nous précise que Apple Intelligence est annoncé le 10 juin 2024. Oui. Oui. Ouais. Hein? Donc, Ouais. il m'a corrigé, je le remercie. Ok. Donc, voilà, je pense que... Le temps semble long, c'est pour ça. Bah oui. Et surtout quand bah, ils font ils ont fait des promesses, ils se sont vraiment plantés. On va pas refaire l'histoire ici. Ouais. Mais à côté de ça, au final, l'arrivée qu'on considère que c'est le remplaçant de John Giannandrea ou non, mais j'étais sûr que j'allais oublier son nom, évidemment, au moment où je veux en parler, Amar Subramania, c'est rassurant dans le suivi des news qu'on a eu sur le développement de l'IA au sein d'Apple, où on a commencé à parler du fait que probablement sous le capot du prochain de ce fameux nouveau Siri qui serait un peu intelligent, ce serait Gemini. Et ce monsieur a donc visiblement travaillé beaucoup au sein d'Apple sur Gemini. Donc il doit connaître ça sur le bout des doigts. Au sein de Google, tu veux dire. C'est chez Google. Qu'est-ce que j'ai dit? D'Apple. Au sein de Google, donc voilà. Au sein de Google, a travaillé sur Gemini, et donc s'il arrive avec comme bagage toutes les connaissances qu'il a de Gemini, c'est peut-être une bonne façon pour s'assurer de la bonne intégration de Gemini au sein du nouveau Siri. Ouais. Oui. Juste pour préciser, donc Subramania, il a passé 16 ans chez Google, où effectivement il a travaillé notamment sur Gemini.
et il venait d'arriver chez Microsoft. Il a passé moins de 6 mois. J'ai passé. Où il était devenu le patron de la nouvelle division Microsoft AI. Mais il a même pas eu le temps de décorer son bureau, quoi, parce qu'il il tisse Microsoft pour Apple. Non, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne nouvelle et je pense que sur le papier c'est une très bonne recrue, une bonne pioche pour Apple. Ils ont dû mettre le prix, je pense. Oui, parce qu'on sait qu'il y en a quand même pas mal qui partent aussi, donc il a bien fait rattraper. Ouais, mais puis je pense que Meta il paraît qu'il y a sur peu à l'avance, quelques sans doute. monnaies, donc ils peuvent se permettre. C'est ça. Bon, alors du coup il y a une réorganisation aussi chez Apple parce qu'il fallait, il y a aussi un ménage à faire dans l'organisation parce que euh, entre euh, John Andrea, Mike Rockwell, Craig Federighi, maintenant l'arrivée de Amar Subramania, donc il arrive en tant que vice-président de l'IA. Et donc, il n'hérite pas du titre sur le machine learning, alors que c'était le cas de Gian Andrea. C'est peut-être une attribution de moi, et quelque part, il aura peut-être un champ d'action moins large, mais c'est peut-être mieux. Probablement oui, parce que Que les responsabilités soient clairement identifiées et pas qu'il y ait un patron qui s'occupe de tout et donc de rien, en fait. il sera sous la responsabilité de Federighi, si je ne me trompe pas. Ouais. On sait aussi, je crois qu'on c'est à peu près sûr qu'il y avait eu au sein d'Apple des dissensions parce que Rockwell, qui est celui qui a lancé, qui s'est occupé du Vision Pro, avait dès le début, semble-t-il, dit mais votre Siri, moi dans mon Vision Pro, c'est pas possible, donc je vais faire le mien. Et donc il a dû avoir des conflits en interne absolument terrifiants entre des mastodontes quoi de l'entreprise. Chacun voulait faire son Siri et donc dépenser milliards de dollars pour développer un truc dans son coin. C'est pas possible quoi. Donc peut-être aussi que John Andrea il a été la victime de ça. Probablement. Voilà. Probablement, oui. Oui. Là, Subramania, il avait quitté Google en juin, donc c'est pour vous dire à quel point c'est allé vite. Il n'a pas dû s'entendre avec le patron de l'IA chez Microsoft qui s'appelle Mustafa Suleyman, qui est là depuis plusieurs années, lui, et qui, alors lui, il est complètement intégré dans Microsoft, dans Copilot, dans le partenariat avec OpenAI, etc. Peut-être que Subramania qui arrive de Gemini, ça s'entendait pas sur les méthodes, par exemple, ou sur la façon de gérer les LLM qui sont différentes malgré tout. C'est marrant comme les positions changent vite avec l'IA parce que la sortie de Gemini 3 là, est en train de mettre un bazar dans l'industrie monumentale. C'est code rouge chez OpenAI avec Sam Altman qui a complètement repositionné les équipes sur l'amélioration du chatbot de ChatGPT. Oui. Et qui admet publiquement que l'avance qu'ils avaient sur Google n'existe plus. Enfin, moi, je suis passé sur Gemini, du coup. Il y a plein de choses qui se sont mis ensemble. Gemini 3 avait été annoncé, donc un mois avant, je savais pas la date à ce moment-là, mais je me dis, il faudrait peut-être quand même que j'essaye un peu. J'utilisais plutôt ChatGPT, et puis ça me plaisait plus ou moins. Enfin, bref, je voulais essayer autre chose. Et puis, donc je me suis mis à utiliser Gemini 3 dès que c'est sorti. C'est vrai que c'est quand même très bon. Et puis plus on avance, moi je crois à la survie d'OpenAI en fait. J'ai un peu de Alors, la situation est différente, mais ça me rappelle un peu Dropbox, qui a survécu finalement, mais qui est, en gros, Dropbox, on se rappelle, il y a eu un moment des rumeurs de rachat de Dropbox par Apple, etc. Et Dropbox avait dit non. Et Jobs avait dit, mais vous êtes une fonction, vous n'êtes pas une société complète, quoi. Dropbox, ça existe encore, mais c'est pas une si grande société que ça.
Et je me demande si OpenAI pour pas ce risque-là, c'est-à-dire que un chatbot, en fait, ce qu'on voit, je crois, c'est que toutes les semaines, on parle du fait d'un nouveau modèle de LLM qui a des meilleurs résultats que ses petits camarades. Et la conclusion que moi j'en tire, c'est que finalement, un LLM ou un autre, c'est interchangeable. Et que il y en a pas un vraiment qui soit de la tête et des épaules au-dessus. Et quand en plus t'as chez Google des gens comme Demis Hassabis qui vient de DeepMind, c'est lui qui a mis en place les équipes pour créer des IA, on parle pas de LLM là, capables de battre les gens aux échecs, au Go, de résoudre le problème du pliage des protéines. Je sais même pas ce que ça veut dire, j'ai juste compris que c'était immensément compliqué et qu'avec son modèle d'IA et ses équipes, il a réussi à faire un truc fantastique, tout le monde le dit, et maintenant il se retrouve chez Google. Demis Hassabis, on en parle assez peu, il est assez discret, il est extrêmement intéressant quand il parle, et je pense que c'est un atout pour Google qui est absolument immense. Didier te donne la réponse sur le pliage des protéines. Il dit c'est un truc de chez Samsung. Oui, c'est un nouveau smartphone. C'est quand on les plie en 3, je suis d'accord. Tu l'as cherché. Et d'ailleurs, il y a un point dans toutes ces informations sur justement le départ de Gianandrea et son remplacement, c'est qu'une partie de ces équipes ne seront pas sous la responsabilité de Subramania. Elles vont passer sous deux personnes, Sabib Khan, que je ne connaissais pas, mais qui est a priori le CEO d'Apple, donc c'est un peu bizarre, et puis EDQ pour une autre partie, qui lui s'occupe plutôt des services. Et donc les parties qui sortent de l'IA, en fait, sont l'infrastructure AI, donc et tout ce qui est recherche et connaissance. Et je me demande, search and knowledge, c'est comme ça en anglais, recherche et connaissance, c'est typiquement en plein centre de l'IA. Hein. C'est un des fondamentaux de l'IA. Donc, est-ce que le fait de le sortir de l'équipe lui donnera plus de moyens, ou en tout cas, il faudra que les deux équipes travaillent la main dans la main pour que ça marche. Hein. On verra. C'est vrai. Sabib Khan, c'est le successeur de Jeff Williams C'est ça. au poste de CEO. Mais je n'avais pas retenu son nom. C'est un nom auquel on va devoir s'habituer. Il risque de rester plus longtemps que Subramania chez Microsoft. Mais effectivement, là, ça a un sens parce que comme il s'occupe justement donc d'opérations, l'infrastructure, on sait tous que l'IA et les futurs modèles et de plus en plus de modèles ont besoin d'une infrastructure énorme. Ils ont besoin de data centers, on a besoin de fermes, de serveurs de plus en plus importantes. Et donc, c'est assez logique que cette partie-là reporte à la personne qui peut s'en occuper le mieux. Bon, on va suivre l'arrivée de Génie sur Amania. Et puis surtout, on va espérer que la mayonnaise prenne et qu'il permette à Apple de nous offrir un printemps à la hauteur de ce qu'on espère. Mais on est quand même le 2 décembre, donc c'est chaud. Hein. On est à 2 OS, parce que oui. Il y aura la point 3 qui va arriver en début d'année et la point 4 qui est censée, comme l'année dernière, apporter le tout au printemps. Donc, on n'en est pas loin, parce que la point 2 va arriver dans quelques semaines, donc pas longtemps du tout, avant Noël. Et du coup, on aura les bêtas de la point 3 qui vont commencer à sortir, qui, elles, n'auront pas encore ça, mais bon, qui devront servir un tout petit peu à combler le temps. On va dire qu'il a le temps de rien faire, mais il a peut-être le temps d'éviter de faire des conneries, que Gianandrea aurait faites s'il était resté. Tu pars comme du principe que Gianandrea allait faire des bêtises. T'exagères quand même. On sait pas qui c'est ce monsieur. Oui. Au moins, s'il est plus là, il les fera pas. Mais il aura un rôle de mentor, ils ont dit. Tim Cook a dit qu'il allait mentorer les équipes. De son siège de chairman of the board, là, c'est ça? Non, mais depuis, on l'appelle, puis qui va mentorer, on l'appelle Super Mentor.
Donc, c'est... Bon, en tout cas, voilà, un visage qu'on va sans doute découvrir au printemps, au moment des annonces autour d'Apple Intelligence du nouveau Siri. Retenez son nom mieux que nous parce qu'il est pas évident à mémoriser. Amar Subramania, donc le nouveau patron de l'IA chez Apple avec un titre de vice-président et qui rapporte à Craig Federighi. Dans un instant, ce sera l'info de la semaine. On va reparler d'Intel. Et oui, ça va vous faire bizarre, mais c'est pourtant tout à fait sérieux. Juste le temps de vous remercier, vous, nos soutiens Patreon, pour votre soutien, votre fidélité. Sur patreon.com/iweek, vous pouvez nous aider à la hauteur de quelques euros pour nous permettre de continuer l'aventure iWeek. Je vous le disais la semaine dernière, le Black Friday est passé, on est encore un peu dans les vapeurs du Cyber Monday. Et grâce à vous, on a pu renouveler les quelques licences logicielles qui nous permettent de produire ce podcast. Et donc un grand merci pour votre soutien. On a besoin que vous continuiez à être là parce que voilà, c'est absolument essentiel pour nous. Donc merci à tous ceux qui nous suivent depuis un moment. Je vous rappelle les principaux avantages. Désormais, vous avez accès exclusif à ce stream du mardi 18h30 toutes les semaines, l'enregistrement d'iWeek en direct rien que pour vous, avec accès au chat évidemment. Et puis si vous êtes sur Mac et sur un navigateur Chromium, et donc au mieux éviter Safari, vous avez sous le player vidéo un bouton qui vous permet de nous rejoindre en vidéo et d'intervenir, de nous poser une question, de nous faire un petit coucou ou de participer à un sujet qui vous parle particulièrement. Voilà. Bon, on passe à l'info de la semaine, info qui m'a, moi quand même, cueilli. Il est question qu'Apple se refasse affaire avec Intel pour produire une version entrée de gamme du M7 qui serait fabriquée aux États-Unis en 2027. Que les 7. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que l'info vous a étonné et à quel degré? Alors oui, en partie parce que je m'attendais pas à ce que Intel revienne dans le giron d'Apple. Bah oui. Une fois le nom prononcé, la question c'est pourquoi, et la réponse est parce qu'ils ont des usines aux États-Unis et qu'Apple a une énorme pression du gouvernement pour produire des processeurs aux États-Unis. Ils ont déjà TSMC qui fait ce qu'il peut dans ses usines à 10 milliards de dollars flambant neufs, qui produisent des processeurs haut de gamme. Ouais. Et donc, Apple se dit qu'il y a deux catégories, les processeurs, on va pas dire que c'est du bas de gamme à ce niveau-là, mais des processeurs simples et les processeurs pro. Et ils ont trouvé comme ça un moyen de dire, les processeurs pro, on va les fabriquer aux États-Unis. Et donc, plutôt que d'essayer de construire de nouvelles usines TSMC qui prendraient quand même quelques années à être sur pied, ils se sont rappelés qu'il y a des gens qui ont des usines. Alors, des usines. Quand tu parles de processeur pro, je ne sais pas si on parle de la même chose, que j'ai vraiment l'impression que ce serait le M7, on va dire le moins bien doté. Oui, c'est bien ça. Qui serait produit par Intel aux US. Oui. Avec exactement. Le reste de la gamme qui serait, lui, toujours fabriqué par TSMC aux US ou à Taïwan ou en Chine, comme c'est le cas aussi. C'est exactement ça. Ouais. Fabrice, est-ce qu'Intel a pas perdu la main là ils font toujours des processeurs, évidemment, mais... Oui, mais pour l'instant, c'est pour ça que moi, ce qui m'a le plus étonné, finalement, c'est pas tellement le retour du mot Intel, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de faire quelque chose? Parce que oui. c'est pas gagné. Aujourd'hui, en termes de finesse de gravure, Intel est pas tout à fait capable, me semble-t-il,
de produire des choses aussi fines que TSMC. Les usines TSMC aux États-Unis pour l'instant ne produisent pas non plus les toutes les toutes dernières technologies de gravure 3 nanomètres, ceci, cela. Mi 2 de récent, ouais. Je crois que ça serait plus à même que moi de se rappeler des noms, mais en tout cas, si je me souviens bien, c'est pas tout à fait les technos les plus avancés. Ça, c'est toujours à Taïwan que c'est fait. Et donc, il reste à peut-être que donc, je suppose que Apple très clairement a des infos à propos d'Intel que nous n'avons pas, heureusement. Mais Intel est très en retard quand même. C'est-à-dire qu'ils ils font du 14 nano, puis ils baissent à 10, mais ils sont très très loin de faire du 7, du 5 et du 3. Donc, est-ce que et on sait que c'est quand même capital pour les processeurs, les Apple Silicon, d'avoir ces finesses de gravure absolument. Enfin, c'est essentiel pour arriver au résultat tant en termes de puissance que de consommation énergétique. Donc c'est ça qui m'a étonné en fait. J'avais pas l'impression, le sentiment qu'Apple était prêt. Suffisamment prêt, parce que dans 2 ans, c'est quand même demain. Et pour l'instant, ils ont pas fait de démonstration du tout. Alors, ils ont annoncé des trucs, ils arriveraient en dessous du 2 nanomètres, donc on commence à parler de 18 angstrom, parce que il faut compter en angstrom quand on arrive à ces niveaux-là. Mais pour l'instant, c'est pas fait, quoi. Donc, je suis très surpris de ça, alors, en tout cas. On parle de processeurs qui serviraient pour les iPads et les MacBooks. Est-ce qu'on parle peut-être de ce MacBook très agressif en prix qui doit arriver l'année prochaine, peut-être dans une version M. Les rumeurs parlent d'un processeur A, un processeur d'iPhone, pas un processeur M. C'est vrai. Ce fameux MacBook pas cher. Donc, c'est vrai. Donc non. Mais donc attends, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un processeur, on pourrait avoir donc disons dans 2 ans une gamme de MacBook avec un modèle à $700 avec un processeur A fabriqué par TSMC. Oui. Le cran du dessus, ce serait un MacBook intermédiaire avec un processeur M7 fabriqué par Intel. Et les modèles au-dessus seraient avec un processeur M7 mais fabriqué par TSMC. Est-ce que ça a un sens de faire au sein de la même famille, de la même génération de processeurs, les processeurs par 2 constructeurs différents? J'ai du mal à voir est-ce que même ça, en termes d'économie d'échelle, etc., est-ce que ça a un sens? J'ai du mal à... Tout dépend si c'est Apple qui continue à faire les plans des processeurs et que à ce niveau-là, Intel est un exécutant. On lui donne un plan à graver et ils ont des machines qui les gravent. Si on demande à Intel de s'impliquer dans le design des processeurs face à TSMC, là, on peut avoir 2 philosophies différentes. Ben oui. S'ils ne sont qu'exécutants, on leur donne un plan, un fichier 3D, c'est pas en exagérant, et ils mettent ça dans une machine et ça sort des processeurs, quoi. Mais aujourd'hui, TSMC n'est que fabricant, hein. Oui. Oui, mais comme ils sont leaders en technologie, ils sont fabricants, mais c'est quand même eux qui disent on est en 3 nanos, on sera en 2 nanos, c'est pas Apple qui décide demain vous allez faire du 0,5 nano et débrouillez-vous. Donc ils travaillent vraiment la main dans la conception aussi. Il me semble que malgré tout, Intel a quand même quelques atouts dans sa manche. Par exemple, j'ai cru comprendre qu'il y avait des histoires de fabrication de puces par petits bouts à étage les uns sur les autres, qui permettent de faire des puces qui sont en surface plus petite, mais en intégrant quand même plus de comment ça s'appelle, de transistors. Et donc il y a peut-être des choses comme ça. Ce qui m'étonne, parce que le M7, en tout cas si c'est le M entre guillemets de base, c'est donc aussi celui qui a besoin d'être fabriqué dans les plus grandes quantités. Est-ce que du coup déjà qu'Intel est en retard, est-ce qu'il serait capable non seulement de rattraper et d'être capable de fabriquer ça, et dans les quantités qu'Apple demande et dont Apple a besoin? Moi je suis pas sûr de ça. Et pour essayer de répondre à ta question, au final on a déjà des iPhones, pour prendre ça comme exemple, qui sont fabriqués soit en Inde, soit au Vietnam, soit en Chine, et c'est des iPhone 17 ou 17 Pro, enfin c'est les mêmes.
On en avait parlé il y a un an ou deux des premiers iPhones en Inde qui atteignaient pas tout à fait les mêmes normes de qualité, mais enfin ça restait des iPhones qui ont ensuite été vendus dans chacun des marchés. On peut tout à fait imaginer que les processeurs soient justement fabriqués par deux sociétés, ne serait-ce que justement pour répondre. Tu parles d'économie d'échelle. Rappelons que pour ce qui est des iPhones, Apple en vend 80 millions par trimestre. Les Mac peut-être un peu moins, mais quand même. Il y a les iPads et les Mac, etc. Peut-être que pour assurer un débit de fabrication, confier ça à comment ça s'appelle, deux sociétés, ça me paraît pas forcément deux fournisseurs différents. Et puis, Ellie a raison, il y a l'aspect politique de la chose. Confié à Intel, qui a été subventionné par l'administration Trump il n'y a pas si longtemps pour un peu sauver les meubles, pour garder cette société qui est ultra importante de toute façon pour les États-Unis, quelle que soit l'administration. Ouais. Donc participer à l'effort national pour Apple, à mon avis, ça me paraît normal au final, vu les négociations et vu leur volonté de faire. Et puis, il y a quelque chose d'un peu stratégique qui est de diversifier autant que possible, en tout cas, tant que techniquement, ce n'est pas un inconvénient, parce que n'oubliez pas que TSMC, ils sont quand même quelque part à Taïwan, même s'ils ont des usines un peu ailleurs, alors que Intel, ils sont en Californie, ce qui est peut-être pas l'État le plus fou des États-Unis, mais c'est quand même l'État où toute la technologie est née et continue à se développer. Donc, quelque part, le fait d'avoir le quartier général en Californie ou l'avoir à Taïwan, c'est un risque de moins qu'Apple peut prendre en cas de problème. Hein. Avec la Chine, vous savez, regarde Taïwan depuis des années. Hein. Je pense pas qu'il y a péril en la demeure à court terme, mais à moyen ou long terme, peut-être il vaut mieux diversifier ses options. Bon, en tout cas, pour moi, c'était un peu la surprise du jour de voir le nom d'Intel revenir dans un projet de fabrication de processeurs pour Apple. Et pour moi, les processeurs Intel étaient rayés de la carte. Mais qu'on soit bien clair, donc c'est pas du tout pour remettre des processeurs Intel dans nos Mac. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. Non. C'est là pas où tous, en tout cas. C'est le retournement de situation où c'est Apple qui dit à Intel, tiens, va fabriquer ça pour nous dans ton coin, nous on continue quoi. Ouais. Globalement, c'est quand même étonnant quand on a suivi l'histoire de l'informatique depuis aussi longtemps que nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on se rappelle de l'époque Windows Intel, il y avait que ça qui était pertinent. C'est quand même absolument incroyable. Ouais, incroyable. Bon, pareil, hein, on va suivre le dossier dans le week parce que c'est passionnant finalement cette histoire. Et j'avais évidemment proposé à Frédéric Crassa de passer une tête, mais comme tout ça est tombé quelques heures avant qu'on enregistre cet épisode, Fred n'était pas dispo, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler avec lui lors de son prochain passage. Didier dans le chat, évidemment, demande, c'est bientôt Motorola? Oui, bien sûr. Et Fabrice, tu as répondu avec au moins autant d'humour. PowerPC forever. Et oui, vous êtes les meilleurs. Je vous adore, les amis. Bon, on passe au JT de la semaine. Quelques news quand même qu'on voudrait partager avec vous. La première, elle concerne quand même ce bras de fer dans un pays devenu essentiel pour Apple, à la fois en termes de marché et aussi en tant que pays de production, c'est l'Inde. Le gouvernement indien a exigé, parce que c'est pas une demande, c'est une sorte d'obligation que les fabricants de smartphones désormais préinstallent une app du gouvernement, une app qui est censée protéger les smartphones des cyberattaques. Les marques ont 90 jours pour prendre leurs dispositions. Et bien Apple a fait savoir en 24 heures qu'il n'en était pas question.
Et je voulais avoir votre avis sur la réponse d'Apple et sur le prix éventuellement qu'Apple serait prêt à payer. Voilà. Alors, Ce rappelons que refus. Ouais. la pomme de Discord, c'est le fait que cette appli donc ne pourrait pas être supprimée Ouais. des iPhones en l'occurrence, et que ça permettrait au gouvernement indien de Ok. récupérer des informations sur les utilisateurs indiens, le numéro IMEI du téléphone et d'autres Voilà. informations. Je pense qu'on sait pas tout. Donc en gros, d'avoir un moyen d'espionner, le Mouchard. terme est Ouais. laisser quand même un mouchard sur le Oui. téléphone de chaque utilisateur indien. C'est Voilà. ça. En Et fait, ça vaut pour tous les fabricants de smartphones, hein, Ouais. oui. pas qu'Apple, évidemment. Mais il y a un précédent, évidemment, puisque la Russie demande la même chose en Russie, donc demande que les utilisateurs installent des apps du gouvernement, mais ils peuvent choisir de ne pas le faire. Donc, la différence, c'est que l'Inde dit, ça sera préinstallé et vous ne pourrez pas les supprimer. L'Union soviétique, enfin la Russie, dit, vous devriez les installer. J'étais remonté loin, moi. Désolé. Brejnev a dit. Voilà. Non, j'étais remonté à l'époque des tsars, moi. Non, vous devriez installer ces applications, mais si vraiment vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas les installer. Je crois qu'en Chine, le choix n'est pas donné, hein. Mais Ah, il y a plein de choses à détricoter quand même là-dedans, parce que Ouais. en Russie, ce qui est demandé, c'est l'installation, enfin la présence sur les smartphones d'un magasin d'applications géré par le gouvernement russe. Mm. Et ensuite, donc avec des applications qui, vu leur provenance, on peut justement estimer que elles sont pleines de mouchards. Mais ça, c'est parce qu'on est mauvaise langue. pardon. C'est parce qu'on est mauvaise langue, Jérôme. Bon. Ah, bien entendu. Rappelons que Apple n'est pas présente en Russie. C'est vrai. Donc, au final, Apple ne fait pas de réponse à ça puisqu'ils n'y sont pas présents. C'est très bien. En revanche, ils sont présents en Inde. Et alors, ils refusent de cette installation obligatoire. Mais alors moi, j'ai une vraie question. Comment on réconcilie ça avec le fait que Apple a toujours dit, nous, on suivra les lois des pays dans lesquels on est présent. Bah oui. Et donc là, je comprends plus en fait. Alors, en Inde, c'est pas une loi, c'est une demande, d'ailleurs très discrète, hein, elle n'est pas publique, elle a été révélée, elle aurait pas dû sortir dans les médias, c'est Reuters hein, Oui. qui raconte l'histoire. C'est le ministère des télécoms indiens qui a contacté en privé les fabricants de smartphones, alors, Apple, mais aussi Oppo, Samsung, Vivo et Xiaomi, pour leur demander de précharger l'appli sur tous les appareils vendus dans le futur, et pour ceux qui sont déjà en circulation, de pousser l'application via une mise à jour logicielle. Rien que ça. Voilà. Et donc il y a pas de réponse officielle non plus d'Apple. Il n'y a pas eu de demande officielle, on dit à public, donc il n'y a pas de réponse officielle. Mais Reuters cite 3 sources chez Apple qui ont fait savoir qu'Apple n'avait pas l'intention de précharger les iPhones avec cette appli qui s'appelle Sanchar Saati. Oui, mais il y a eu d'ailleurs une réponse, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de critiques, hein, et il semblerait qu'il y ait une réponse justement du ministre des Télécommunications qui a dit « Mais pas du tout, vous n'avez rien compris, cette application à laquelle nous tenons est optionnelle. En plus, elle est très facilement effaçable des téléphones. Alors, on ne voit pas où est le problème. » Bon, c'est pas ce qu'on avait cru comprendre. Ça sent le rétropédalage, un peu comme au Royaume-Uni, quand il y a toujours régulièrement ces demandes du gouvernement anglais de pouvoir avoir des portes dérobées de déchiffrement Absolument. des données iCloud. Et Apple a toujours dit non. Apple se bat contre ça. Alors là, pour le coup, effectivement, dans le domaine de Apple se bat sur le terrain de la sécurité. C'est ça aussi sa réponse, me semble-t-il. Bon, t'as répondu à ma question, Benjamin, en disant, bah, si c'est pas encore une loi, bah, donc ils vont pas le faire, ils vont se battre pour conserver l'aspect de protection des données de cybersécurité, naturellement.
Si c'est une loi, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Est-ce qu'ils ils se retireraient du marché? Enfin, c'est très compliqué. Pour l'affaire au Royaume-Uni, du coup, Apple avait simplement désactivé pour les utilisateurs britanniques cette fameuse fonction qui permettait justement de tout chiffrer complètement. C'est la fonction dont, là, une fois de plus, le nom m'échappe quand je veux en parler. Mais tout chiffré. Oui, c'est une fonction de, alors, je crois qu'on trouve ça dans iCloud et qui s'appelle la protection avancée des données. Et qui permet de chiffrer. Alors, la protection avancée des données utilise le chiffrement de bout en bout pour garantir que les types de données iCloud répertoriés ici peuvent uniquement être déchiffrés sur les appareils approuvés. Et donc, c'est une couche de chiffrement supplémentaire qu'on peut activer si on le souhaite, mais qui a comme inconvénient de rendre l'utilisation d'iPhone un peu moins pratique parce que du coup, c'est tellement chiffré que même pour l'utilisateur, ça enlève certaines fonctions. Et c'est pour ça, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est optionnel. Et c'est sur cette fonction de super chiffrement que le gouvernement britannique fait des pressions pour avoir justement une porte dérobée, même lorsque l'utilisateur choisit d'activer cette super fonction de super chiffrement. Ça fait beaucoup de super, tellement c'est formidable. Et donc là, c'est pas tout à fait pareil. Enfin au contraire, c'est la même chose. C'est-à-dire que Apple se bat pour c'est de conserver cette sur le terrain de la cybersécurité et de la sécurité des données de ses utilisateurs. Mais si jamais ça devient une loi, ça va être compliqué. Alors c'est marrant parce que le ministre indien des télécoms, bon, il fait ça en douce, mais en même temps il met la pression sur les fabricants. Apple répond très vite, en fait non, voilà. Et plutôt que de taper du poing sur la table et d'en faire quelque chose d'une affaire d'État, le ministre il va dire que l'appli c'est sur la base du volontariat et qu'elle est démocratique et que les utilisateurs peuvent l'effacer très facilement de leur téléphone à n'importe quel moment. Donc dans ce cas-là, pourquoi faire ça en douce et demander à ce que les fabricants l'installent en usine et la poussent à tout le monde via des mises à jour qu'on pourrait pas tellement éviter. Voilà, il y a la question. Ouais. Et d'ailleurs, il dit quand même que l'application ne veut en aucun cas espionner les utilisateurs. Non. Il doit dire aux développeurs, effacez le code. Ça, c'est aussi. C'est ça. Et alors pour voir à quoi ça pourrait ressembler si ça allait jusqu'au bout et dans un pays dictatorial, je vous invite à chercher sur YouTube une vidéo d'un YouTuber anglais qui s'appelle Mr. Who's the Boss. C'est un peu bizarre comme nom, mais qui a mis la main, semble-t-il, il décrit un smartphone nord-coréen. C'est très très intéressant d'aller voir ce que c'est. D'abord de voir que les smartphones sont des copies, ça s'appelle pas pareil. Au lieu de Samsung, c'est Sam Freisung ou je sais pas quoi. Enfin donc les noms sont masqués mais pas bien. On a l'impression, tu sais, que le nom est changé avec juste un autocollant par dessus quoi. Mais tu ne peux rien faire. Enfin, tu peux installer des choses, mais c'est entièrement scruté. L'appareil prend des captures d'écran toutes les minutes au cas où il y a, enfin, c'est étonnant. Aller chercher ça sur un smartphone nord-coréen, ça vaut le coup. Bon, autre sujet dans notre JT de la semaine, mon cher Eli, concerne la version 26.2 d'iOS et des autres OS, avec des infos sur la date de sortie et les fonctionnalités. Donc ce sera pas encore Apple Intelligence et Siri. Hein. Non. Mais bon, c'est parce qu'on approche du mois de décembre. Et donc, la 26.2, Apple a dit qu'elle sortirait au mois de décembre, et en tout cas avant les fêtes. Et donc, on est à la croisée des chemins et des possibilités parce que soit on aura une bêta 4, soit on aura une release candidate. C'est-à-dire que dans un cas, ça pourrait sortir la semaine prochaine. S'il y a une release candidate, ça serait une semaine, 2. S'il y a une bêta 4, ça reporte de 15 jours, mais en tout cas avant la fin du mois de décembre, quasiment certainement. La bêta 2... Qu'est-ce qu'il y aura dedans alors ?
Pas grand-chose. Pourquoi Non, faire non, 26.2 alors? non, non. Ah, bah, il y a toujours des bugs. Non. Il y a des petites choses. Si vous voulez la liste, alors, si, il y a des petites choses. D'abord, il y a la traduction en temps réel pour les AirPods Pro. Vous savez que c'est 26 points Ouais. en Europe, absolument. Il y a... Et pour ça, on a hâte, franchement. Ah ben nous, on a vraiment hâte. Oui. L'autre chose intéressante, c'est que dans macOS, et c'est quelque chose qui nous regarde directement nous, ils ont fait un mode éclairage. Quand on fait un podcast, le pourtour de l'écran se colore en blanc de façon à ce que le visage soit éclairé. C'est merveilleux. Voilà une fonction qu'on n'attendait pas et qu'on est content qu'on va l'avoir. Sinon, quoi d'autre? En fait, ils ont rajouté une alerte lorsque on a mis un rappel. Avant, il n'y avait pas d'alarme. Donc maintenant, quand il y a un rappel qui arrive, une alarme peut sonner comme si on avait mis dans un calendrier. Dans l'application, moi, je savais pas qu'il y en avait pas. Je pensais qu'il y en avait, mais bon. Bon. On peut régler la transparence de l'effet glace. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est donc à vérifier, mais c'est ce qu'ils disent. Donc, et puis... La transparence de liquide glace, tu veux dire encore un peu plus que la fonction de teinte teintée qu'on a dans Alors, le j'ai essayé et il y a un slider, effectivement, qui permet de rendre plus ou moins transparent. Ils ont fait le Sur l'écran de verrouillage uniquement. Oui, sur l'écran de verrouillage. Ouais. Ah. Ouais. Oui, sur l'écran de verrouillage uniquement. Ouais. Il y a aussi le fait qu'on puisse faire de l'airdrop. On peut autoriser, une fois, quelqu'un à faire de l'airdrop s'il n'est pas sur la liste des contacts, sans dire Ça, c'est à vachement tout le bien. monde, etc. Donc, Ça, on peut envoyer un code à quelqu'un pour faire c'est ça. un envoi. Ouais, une fois. Ah, Pas mal, c'est ça. Un nouveau truc que Google va pouvoir copier et intégrer dans son PC Note. C'est ça. Exactement. Et puis, un truc très important, ils ont rajouté des améliorations dans le score du sommeil parce que les gens se plaignaient un tout petit peu. Ils ont essayé de les rendre plus réalistes parce que le système disait vous avez passé une mauvaise nuit alors que vous aviez plutôt l'impression d'avoir passé une bonne nuit. Mais pourquoi j'ai eu une mauvaise note, moi, ma nuit? Et des choses comme ça. Donc, ils ont légèrement corrigé. C'est fondamental. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, c'est forcément fondamental. Bon, dans le chat, Didier, évidemment, n'en rate pas une. Il demande si les AirPods pourront traduire les interviews des voix de la tech. Merci Didier, merci. Il y a parfois des bouts en anglais, c'est vrai, et ça prend tellement de temps que je les laisse en anglais parce que c'est difficile. C'est une longue quête, hein. Ça c'est vraiment une longue quête, hein. Le doublage des interviews qui sont pas en français, c'est tellement chronophage. Vous avez pas idée, les amis, si vous en avez jamais fait. C'est un truc de fou. Non, mais sérieusement, tu disais, Ellie, il n'y a pas grand chose, mais rien que l'activation de la traduction en direct sur les AirPods, en Europe, c'est énorme. Mais c'est vrai. Non, C'est énorme. En même temps, qui utilise cette fonction? Est-ce que c'est si important que ça? Mais toi, t'es anglophone, Fabrice. Tu te rends pas compte? Non, mais j'entends bien, mais il n'empêche que avoir une conversation et utiliser ça au quotidien, etc., c'est une fonction spectaculaire, mais qui me paraît pas essentielle malgré tout. Non, mais elle est Ça dépend. spectaculaire le jour où tu voyages. Mais c'est ça. Si tu voyages, c'est Pour les gens vachement qui bien. voyagent pas, ça sert à rien, mais Mais Non. je veux dire, des appareils qui font de la traduction, on en a déjà depuis longtemps en fait. Et quand je suis allé qui s'en sert? À l'IFA l'année dernière. J'ai parlé donc avec des Chinois et donc j'ai utilisé le truc de traduction sur le téléphone et que donc on s'en sert pour ça. Mais en fait, ce que je veux dire, je dis pas que c'est pas bien. Je pense que c'est spectaculaire, mais que on en fait tout un foin pour au final une fonction qui est pas transformatrice comme peut l'être un truc utilisé par tous les utilisateurs des iPhones. C'est utilisé par une toute petite portion et je pense que c'est vraiment on en fait tout un foin comme ça. Apple fait aussi avec ça un truc. Regardez le grand méchant Europe, il nous empêche de faire ça quoi. Bah. Non mais je vais te dire, moi je suis complètement biaisé parce que
mon fils part 4 mois en Corée le 9 janvier. Donc il Et est ton très fils, il va content. continuer à parler français, t'inquiète pas. Oui, mais il va être en Corée au milieu de Coréens et je pense que Oui. pouvoir faciliter, on va dire, sa vie quotidienne en pouvant échanger, poser une question, etc. à un commerçant, à quelqu'un dans la rue, je sais pas, voilà, c'est un restaurateur, c'est chouette. Et regarde, moi, Donc ça tombe très bien. Moi, je te donne un exemple. Moi, je suis frontalier avec l'Italie. Donc, en un quart d'heure, je suis à la frontière. Donc, aller dîner à Ventimille ou à San Remo, c'est bien si en même temps, il y a un truc qui traduit en italien. Hein. C'est T'as pratique. pas Hein. besoin de traduction en Italie. En italien, mais quand même. Pizza, pasta. Non, c'est vrai qu'on Oh parle là avec là, la main, le ça, gros ça, fichier, excusez-le, hein, c'est pas sa faute, hein, il voulait pas. Hein. It's a me. Bon, sérieusement, dans le chat, Didier repose la question. Sérieusement, pourquoi pas sur les podcasts? C'est sûr qu'Apple a la techno, donc il pourrait proposer Bien sûr. de traduire de manière automatique tout ce qui n'est pas en français. Je suis d'accord. Bon, sur YouTube, c'est quand même très mauvais, mais C'est ce que j'allais dire. Parce que YouTube le fait sans te le demander. Et de temps Voilà. en temps, tu regardes un film et il te donne le truc traduit. Et tu te dis, mais pourquoi? Moi, je le fais en anglais. Je veux la VO. Pourquoi vous traduisez? Alors donc je vous ce qui est rappelle, bien sur YouTube, c'est que ça nous soit imposé et qu'il faut un peu chercher pour désactiver la fonction. on peut pas. Et si on peut, hein? Il faut installer une extension. Oui, je sais. Voilà. Et c'est possible, on peut le faire, mais Oui. voilà, ça nous impose un truc qui est vraiment pas bon. Mais après, si on parle pas du tout anglais, est-ce qu'on n'est pas content d'avoir quand même ça plutôt qu'un truc qu'on comprend pas du tout? Si, je pense. Non, mais, Ouais, oui, si, tu as raison. oui, mais pas que pour ce qui est de YouTube, pas que ce soit imposé sous prétexte que tu regardes YouTube depuis un ordinateur qui est en français. Là, ils vont trop loin, cela dit. Ouais. Oui, moi, En ce qui fait, on voit m'embête, bien- c'est ça, c'est la surprise quand tu reçois pas dans la bonne langue et qu'après, faut que tu ailles dans les réglages et te dire non, mais je le veux en anglais quand même. Donc ça, c'est. Mais en l'extension, même temps, ça on voit bien que m'intéresse. Hein, si tu peux nous mettre le lien, ça m'intéresse, l'extension. Oui, ça, j'en avais fait un coup de cœur. Ça s'appelle YouTube Anti-Translate. Ça s'installe sur tous les Chromium et ça remet du coup YouTube dans sa version d'origine et ensuite on peut toujours accéder aux versions traduites. Et voilà. Très bien. Et on voit bien que bon, cela dit, dans tout ce domaine-là, ces domaines-là, ça avance quand même très vite. Hein. Moi, ça me fait penser à l'accord passé avec Eleven Labs des acteurs Michael Caine et Matthew McConaughey qui ont ils ont licencié leur voix pour être utilisée. Et dans la démo de McConaughey, il a justifié, je pense que c'est eux qui ont raison, hein, il faut faire comme ça. Regardez, c'est super. Moi, je parle pas une autre langue et hop, il parle. Donc, c'est la démonstration toujours géniale de l'acteur qui parle toutes les langues. Et au final, quand c'est bien fait, c'est génial. M'en veuillez pas les doubleurs, mais et il y a des doubleurs qui ont un talent fou. Mais entendre la vraie voix de l'acteur, si j'ose dire, avec toutes les guillemets qu'on veut. En plus, je sais pas. Enfin, moi, je trouve la voix de Matthew McConaughey tellement iconique parce qu'il il a un peu ce sifflement dans les S, etc. Et voilà. Et on l'entend en espagnol. Quand la voix est numérique et si bien faite, ça devient absolument génial. Et c'est quand même vers là qu'on va. Ce que fait YouTube, c'est une catastrophe parce qu'ils nous mettent des voix de robots, c'est nul, mais la techno existe. Ouais. Oui. Bon, si vous voulez entendre ce que ça donne pour Matthew McConaughey, c'était dans la dépêche des voix de la tech il y a une quinzaine de jours, je crois. Alors, la démo, il l'a faite qu'en espagnol, mais c'est déjà suffisamment spectaculaire. Parce qu'effectivement, c'est à la fois son timbre, son intonation, le rythme, enfin il y a tout. C'est lui qui parle espagnol alors qu'il parle pas du tout espagnol. Ouais. Donc c'est vrai que c'est génial. Si on pouvait avoir ça de manière simple, rapide, quasi automatique sur les podcasts, sur certains bouts d'interview et tout, ce serait génial. Ça va forcément arriver, mais pour l'instant c'est encore de la bricole et faut y consacrer beaucoup de temps. Ça demande une vraie organisation. Voilà.
quand on fait un podcast de manière semi-pro, encore un peu artisanale comme nous, on est un peu à la limite, quoi. Quand on s'appelle TF1 ou CNN, il y a aucun problème, voilà. Non, j'ai vu quand on avait fait l'interview de Mark Gurman, on avait fait, c'était mieux que la fois d'avant en termes de temps. On remercie encore Alex Lenoir qui avait fait la call-off, c'était super. Mais du coup, ça prenait toujours du temps. Et puis la voix qu'on a obtenue, c'était bien. C'était donc en français, mais c'était quand même pas formidable. Ouais. Et pour vous donner une idée, parce que Didier très gentiment a ajouté dans le chat qu'il sait que le doublage c'est un boulot de dingue. L'interview de Mark Gurman qu'on a faite et diffusée là pour notre rentrée. Le premier épisode de la saison, c'était le 26 août. 26 août. On avait fait l'interview avec Marc le lundi soir. On était en diff le mardi soir et en fait, j'ai bossé 24 heures, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai bossé 24 heures d'affilée pour que l'émission soit prête pour le mardi, quoi. C'était alors qu'on est passé avec de l'IA qui faisait des trades, etc., mais pour resynchroniser tout ça, enfin, c'est un boulot de dingo, voilà. Et c'est vrai que si on pouvait avoir un système rapide, performant, qui garde vraiment l'identité vocale de celui qui parle et juste qui le fait parler dans une autre langue, ce serait génial. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Mais bon, ça va tellement vite. Je veux dire, ce système-là n'existait pas il y a 3 ans. 3 ans. Oui, c'est ça. Oui. Donc voilà, encore un peu de patience et on va y arriver. On passe à une autre info. Alors, je sais que ça, Ellie, ça va te faire plaisir parce que depuis des années, c'est le produit Apple que tu attends et on en a parlé avec Mark Gurman justement au mois d'août. Les Apple Glass, on sait encore plus depuis que Meta a lancé les displays que Apple s'est remis au boulot sur le projet. Marc nous parlait de 2027. Ça vient de Bloomberg, donc ça vient aussi de lui. Il est question qu'Apple nous offre une preview des Apple Glass avant la fin de l'année prochaine. Absolument. Ça, j'ai vu ça. Et avec en plus un bonus qui est de dire qu'Apple aurait décidé de sauter une étape et que ce ne serait pas les Apple Glass genre Meta d'il y a 2 ans, mais qu'il y aurait une version d'Apple Glass avec écran en fin 2026. Et ça serait bonheur parce que moi j'attendais ça plutôt fin 2027, sauf report. Donc, parce que je me disais, oui, ils vont sortir des Apple Glass en 2027, mais ça sera de l'audio. Je fais ça depuis 1 an, donc ça m'intéresse pas vraiment. Mais si vraiment ils sortaient en 2026, même si c'est fin 2026, ils nous montraient des Apple Glass qui affichent des choses en même temps, là, ils auraient rattrapé une partie de leur retard. Pas tout, mais quand même. Est-ce que tu voudrais un Apple TV en forme de lunettes? Bon, c'est ce que dit Didier dans le chat. Ça s'appelle le Vision Pro. Non, mais ça s'appelle X-Rim, ça existe, je les ai déjà. Ouais. Sérieusement, Fabrice, tu penses que c'est jouable en termes de timing, une présentation d'Apple Glass dans moins d'1 an finalement, parce qu'on est déjà début décembre. Visiblement, certaines des technos existent. J'ai pas été moi très impressionné, comment dirais-je, par les méta avec le display. Parce que au final, l'écran il est pas si formidable que ça. Et pour obtenir le résultat, les montures sont bien épaisses, sont beaucoup plus épaisses que les Meta Ray-Ban qu'on avait des précédentes. C'est beaucoup plus cher. Là, je trouve que il y a un vrai problème de nouveau à quoi ça sert. C'est-à-dire que une paire de lunettes
qui coûte 350 euros ou 350 dollars et qui te permet de prendre des photos et d'écouter parce que au final le son par exemple dans les branches est plutôt bon. Ça, j'ai pu tester ça, je trouvais ça très bien. Donc t'achètes ça, tu fais quelques petites choses avec, mais c'est pas essentiel. Et là à 700 ou 800 avec un écran qui est pas terrible. Moi, j'ai pas envie, je vois pas bien à quoi ça sert, quoi. D'autant plus que ça, c'est le truc qui me pèserait le plus, c'est que non seulement il faut charger les lunettes, mais en plus il faut charger ce fameux bracelet neural là, qui est pour les contrôler. Donc déjà, on a plein de trucs à charger tous les jours. Il faut rajouter ces deux trucs-là. Moi, j'avais plus l'impression de me mettre des menottes qu'un truc qui me libère. Hein. Ça, c'est méta. Mais Apple peuvent faire mieux. D'abord, il semblerait que en tout cas, ils cherchent plutôt un double affichage. Donc, les deux, comment ça s'appelle? Les deux verres, en fait, afficheraient quelque chose et non pas un seul. Ensuite, ils reviennent à ce que j'ai toujours dit depuis le début. Vous pouvez remonter sur les archives. C'est-à-dire que l'iPhone est le processeur de ces lunettes qui ne sont qu'un affichage sophistiqué avec des capteurs. Et que l'iPhone est indispensable. Ça veut dire que toute la puissance de calcul, elle est dans l'iPhone. Donc, pas de problème de poids. Il faut juste que, par rapport aux X-Real dont on a déjà parlé, ils arrivent à faire la transmission entre l'iPhone et la lunette en Bluetooth, en ce qu'ils veulent. Avec les puces Apple, aujourd'hui, ils sont capables de le faire avec une UW1 ou des choses comme ça, de façon à ce qu'il ne faille pas un câble USB-C de la lunette à l'iPhone lorsque vous êtes dans la rue, parce que là, ça serait quand même un peu gênant. Oh, si c'est juste pour afficher des notifications, même un peu plus sophistiquées, ça fait ça très bien sur l'Apple Watch et il n'y a pas besoin d'un câble. Mais non, je te raconte pas, s'il y a des lunettes comme ça avec un écran sur chacun des verres, le nombre d'utilisateurs qui vont se prendre les poteaux dans la rue, ça va être affreux, quoi. Ça dépend comment ils affichent. C'est pour ça qu'Apple, en fait, ce que j'ai lu attentivement, évidemment, toutes ces informations, c'est qu'évidemment, ce qu'utilise Apple dans la technologie de glace qu'on a aimé ou critiqué, mais qui est là, servirait avec ces niveaux de transparence, justement, à faire de l'affichage non bloquant. J'allais dire intrusif. Il peut être intrusif, mais pas bloquant. Qu'en plus, ces lunettes utiliseraient toute la richesse de l'écosystème Apple, c'est-à-dire qu'on utiliserait Plan pour pouvoir aller quelque part, on utiliserait des notifications fugaces mais qu'on aurait le temps de lire. Ça utilise en fait de la musique avec Apple Music. Donc ça utilise toutes les choses que sait faire aujourd'hui un iPhone avec un affichage. C'est comme si vous aviez un iPhone devant les yeux lorsque vous marchez dans la rue, avec un peu moins de risque de vous le faire piquer suivant l'endroit où vous êtes et de taper dans un poteau. Parce que quand on tient un iPhone devant les yeux, le risque de taper dans un poteau est plus fort que si vous avez des lunettes comme ça. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup. J'ai acheté les Ray-Ban dès que j'ai pu et j'ai adoré. Maintenant, je m'en sers un peu moins, effectivement, parce que l'intégration, on en a déjà parlé, avec l'écosystème Apple n'est pas génialissime. Bah oui. En tout cas, ça redonne de l'espoir hein, pour ceux qui disaient ouais mais les lunettes Apple c'est vraiment dans longtemps, etc. Ben bon, la sortie ne sera pas pour 2026, mais en tout cas, il y a une chance qu'on les découvre officiellement dans le courant de l'année prochaine. Alors, finalement, un an ça passe vite, donc on y est presque. Mais même avant que ça, puisque ce que disait l'article, c'est que la technologie, en tout cas, il y a une sorte de sneak preview pourrait être à la WWDC où on ne verrait peut-être pas le système final, mais les développeurs auraient accès à beaucoup d'informations pour qu'ils puissent préparer leurs apps pour une sortie. Parce qu'évidemment, les histoires d'affichage, les histoires de comment on interagit, etc. Apple peut pas dire on les présente à Noël, ça sort quand? Ah ben les développeurs sont pas prêts. Ou alors il n'y a pas d'app qui marche avec. Donc WWDC, notez la date en juin. À mon avis, on risque de voir d'autres choses qu'Apple Intelligence améliorée. Peut-être même. Peut-être. Il y aura comme ça GlassOS. Bah, ça va savoir. Hein. On a pour se lancer. Qu'est-ce qui va sortir en premier, les Apple Glass ou l'appareil d'OpenAI avec Johnny Ive? Ah. Bah écoute, en tout cas, ils ont dit que ce n'est pas des lunettes, hein, donc. Non, c'est vrai. Non, mais ça promet. Hein. Et en plus, évidemment, ils disent qu'ils utiliseront énormément de technologies qu'ils ont utilisées pour développer le Vision Pro. Donc. Heureusement, c'est fait pour ça. Je veux bien qu'ils rentabilisent. Hein.
Bon, allez, une petite dernière news vraiment pour le fun, mais ça m'a estomaqué quand j'ai appris la résolution que prend en charge la nouvelle version de DaVinci Resolve, Oui. donc le logiciel de montage vidéo de Blackmagic Design. Si vous êtes encore au 4K, vous êtes très très loin de la réalité. On peut monter du 32K sur un Mac M5. Et pas un Mac M5, Mac M5 Pro Max, qui n'existe pas encore, mais même sur le M5 de base, si vous installez la mise à jour, la nouvelle version de DaVinci Resolve, la 20.3, et que vous avez payé la licence studio qui coûte quand même 255 €, bah vous pouvez monter une vidéo en 32K. Waouh. Voilà, c'est MacG qui précise cette info qui m'avait échappé. Alors ça sert effectivement dans des cas très précis, dans les murs d'images, ceux qui tournent des films, je sais pas, animaliers, documentaires, avec des caméras à très haute résolution. Il y a du 17K effectivement chez Blackmagic dans les caméras. Mais voilà, 32K. En fait, je savais même pas que ça existait pendant la réalité. Non, je sais pas comment on produit une image comme ça, donc ouais, c'est bon. Ça doit être lourd. Bah, déjà, moi, je suis même pas passé au 8K parce que, bon, vous savez tous qu'il y a des télé 8K depuis pas mal de temps, mais Ouais. personne, j'ai vu des tas de démos, personne n'a pu me montrer un truc vraiment où je fasse Donc, en 8K par rapport au 4K. Ou alors, mes yeux ne sont plus assez bons pour voir la différence. 4K, je trouve ça très bien, mais 8K, je vois pas la différence. C'est joli, mais je vois pas la différence. Et en fait, alors, pour te rassurer, Ellie, je crois qu'il y a tes yeux, les miens, et aussi ceux de tout le monde. C'est-à-dire que finalement, 8K, c'est pas, comment dire, on voit pas la différence. Il y a même une étude qui a montré que les gens faisaient pas la différence entre 2K et 4K sur un écran télé normal. Ouais. Donc le 8K a pas tellement d'intérêt pour nos maisons en fait. Ouais, alors imagine le 32, hein. Non mais c'est pour ça que j'ai l'impression mon disque est rayé hein, c'est toujours pas, je répète souvent la même chose, c'est-à-dire que ce genre de choses là et je suis effectivement en 0,5K en ce moment parce que ma vidéo s'est arrêtée parce que quelqu'un m'a appelé au téléphone, donc j'espère que ça va revenir. Donc écoutez, les auditeurs C'est principal. peuvent profiter quand même. On arrive à des qualités qui sont largement suffisantes pour largement la majorité des gens. C'est-à-dire que quand on est passé du 720 au 1080, c'était formidable. Du 1080 au 4K, on voit quand même un peu la différence sur un écran télé normal, mais pour profiter du 8K, en fait, il faudrait un écran télé que d'abord aujourd'hui, en termes de coût, personne ne peut s'offrir, mais même de toute façon, on n'a pas des murs assez grands pour les mettre. Donc ça nous sert pas à nous, les vrais gens, et même les vrais gens qui sont un petit peu technophiles, etc. On peut pas voir la différence, ça n'est pas possible. Donc c'est pas du tout pour cet usage-là, en fait. Alors, le 8K, pour avoir quand même fait beaucoup de salons type CES où j'ai vu arriver le 8K, honnêtement, je trouve qu'on voit quand même la différence. Si tu mets la même source en 4K et en 8K, tu vois quand même la différence. Maintenant, le gain est moins spectaculaire que quand tu passais de juste Full HD HD au 4K. C'est ça. Où là, c'était waouh. Ou quand tu passais des anciennes technos d'écran à de l'OLED, par exemple, où tu avais ces noirs profonds, ces couleurs hyper vives, voilà. Mais en revanche, faut plus se dire que, voilà, quand on dit 8K ou 32K, ce qui compte, c'est le nombre de points au total. Et donc, pour afficher sur des très grandes surfaces, Ça, oui. bah, plus on a de points, plus on a une image quand même précise, etc. Si tu t'affiches une image 4K sur un écran qui fait 25 mètres de côté, bah Déjà, t'es comme devant une vieille télé, quoi. déjà, il y a une référence. Combien de chaînes de télévision françaises sont en 4K? Et je parle pas en 8, hein. Parce qu'on est... Ah non, Ah, bien sûr, oui. C'est une bonne question. Je sais pas. Il y en a très peu, en fait, il y en a beaucoup qui sont en 1080 upgradés, en fait. Oui. Oui. Bah ouais. Upscalés, pardon. Et pourtant, ça existe depuis longtemps. En 8K, j'en connais pas. Ouais. Mais
Bon, voilà. Non, mais c'était juste pour dire ça. C'est parce qu'une fois que tu as ta télé 8K, tu regardes quoi avec? Parce qu'ils te disent, oui, on fait de l'upscaling ou de l'upscaling et AI. Très bien. Super. Mais donc, tu prends une image d'une télé qui est en Full HD et tu la regardes en 8K. Eh ben, là, il faut de l'upscaling. T'expliques, hein. Oui, ça n'a aucun intérêt, effectivement, dans ce cas-là. Ouais. Alors, les champions du 8K, c'est les Japonais, hein. La NHK, ils font du 8K, alors, je pense pas qu'ils diffusent en 8K, mais en tout cas, ils font des tournages 8K et des démos 8K depuis des années. Vraiment, ça fait, waouh, très longtemps. Euh, et en fait, les seuls événements qui sont effectivement filmés en 8K aujourd'hui, à ma connaissance, c'est les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Exactement. J'allais te dire. Roland Garros, je sais pas si un Roland Garros maintenant est filmé en 8K, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, après, ça passe sur des chaînes spéciales et généralement, tu le rates parce que même par exemple, quand Canal a une chaîne 4K ou même TF1 ou France 2 avaient des chaînes 8K pour les Jeux Olympiques, et puis pas 8K, 4K pour les Jeux Olympiques. Mais le problème, c'est que c'était pas sur la 2 ou la 1. C'est qu'il fallait la chercher en 101 ou 102. Donc, la plupart des gens l'ont raté parce qu'ils savaient pas que ça existait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà cette petite parenthèse autour du 32K chez Blackmagic Design avec DaVinci Resolve 20.3. Passons, mes chers amis, à nos cartons, à nos coups de cœur de la semaine. Elie, je ne sais pas si tu en as un. Pas cette semaine, tu vois, C'est pas grave, parce que moi j'en ai deux. Alors, oui, je te laisse la main et après je termine. Très bien. Alors, petit coup de cœur. Alors, très court cette semaine, c'est promis. Comme vous le savez tous, on n'a jamais été aussi près de Noël. Et donc, je vous propose la mise à jour d'une application qui s'appelle Festivitas et qui ajoute des petites lumières de Noël sur son Mac et notamment autour de l'encoche quand on a un MacBook, etc. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'en plus, il peut y avoir des flocons de neige qui tombent sur son écran pendant qu'on est en train de travailler. C'est très très beau. J'adore. Super. Et voilà. Ça coûte Festivitas, ça coûte 4 € ou plus. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de donner un peu plus à son développeur qui s'appelle, je vais vous retrouver ça, Simon Stovring. Il fait quelques autres applications, mais voilà, c'est rigolo. Donc Festivitas. Super. Le développeur s'appelle pas Amar Subramania, par exemple. Non. Bon. Super, je vais l'installer, ça m'amuse aussi. Bon, moi j'ai un carton rouge et un coup de cœur. Bon, le coup de cœur, c'est rapide. C'est juste pour célébrer en ce 2 décembre les 34 ans de QuickTime. Et oui, on utilise tous QuickTime, alors parfois sans le savoir, mais le multimédia chez Apple, ça a commencé avec QuickTime. C'était un 2 décembre en 1991. Vous vous souvenez peut-être de l'arrivée des bandes annonces sur le site d'Apple. Tu te souviens, Elie, de cette époque? Oui, et même moi je me souviens avant, puisqu'à l'époque je faisais du développement, j'avais plus de temps et j'avais démarré, j'avais recevais à l'époque les CD développeurs Apple tous les mois et après les DVD développeurs. Et j'avais reçu un jour dans le CD numéro 3, il y avait un dossier qui s'appelait Jim TV. Et Jim TV, à l'époque c'était Jim Davidson qui était le premier à avoir presque inventé QuickTime. Et il y avait un affichage en 120 par 160 pixels blanc ou noir. Et il y avait en fait l'équivalent d'un 10 ou 15 secondes de western. Donc il y avait une image qui bougeait en noir et blanc sur du 120 par 160. Tu imagines la taille de l'image. Hein. Et ça m'avait rendu fou. Ça m'avait rendu fou. Et puis après, on était passé à des versions en couleur bien plus tard. Hein. Et Apple avait fait sur les premières versions de QuickTime, et ça avait impacté tout le monde. Il y avait eu des problèmes de droits d'auteur et tout, mais il s'était arrangé. Il y avait eu un trailer de 30 secondes de La Petite Sirène en QuickTime.
dessins animés célèbres, etc. Et on avait tous ça Ah sur ouais. nos ordinateurs de démo au magasin. Regardez, il y a la petite sirène. C'était incroyable. Eh ouais. Bon, voilà pour donc cet anniversaire. Petit clin d'œil. Bon, mon carton rouge, bah, il, il va à Apple et à Apple TV en particulier, et aussi En un peu à premier, quand Gaumont, même. qui est le producteur de cette série. T'as dit quoi, Eddie? Non, je dis pas, j'espère pas le boîtier. Non, je croyais que tu voulais mettre un carton rouge au boîtier. Non, au service, à l'équipe qui gère. Voilà, les projets Apple TV sont exceptionnels. Il y a quasiment rien acheté. Voilà, ça c'est sûr. Mais sur cette série française qui s'appelle Tracker the Hunt en anglais, qui devait arriver demain, le 3 décembre, qui finalement a été effacée purement et simplement. Le communiqué de presse d'Apple a disparu, la page de la série n'existe plus, les vidéos sur YouTube, sur tous les comptes d'Apple ont été supprimées. Enfin, vraiment, c'est comment on dit, ils ont napalmé cette série là qui avait été annoncée le 25 septembre, qui était quand même un gros événement produit en France avec Benoît Magimel, Mélanie Laurent. Quand même un gros budget, je crois qu'on était sur 15 millions d'euros. Et en fait, ils se sont rendus compte il y a une quinzaine de jours que le scénariste français, Oscar César Rivier, si je ne me trompe pas, en fait, c'était largement inspiré d'un roman sorti en 73 qui avait donné lieu à un film en 76 qui s'appelait Shoot, qui est exactement la même histoire. Euh, et le scénario de The Hunt a été présenté à Apple TV et à Gaumont comme un scénario original. Et je ne comprends pas que personne ne vérifie, enfin que personne ne, enfin, qui se lance dans un projet comme ça sans un minimum d'enquête, de vérification, juste pour être sûr de pas mettre les pieds dans un, dans un mauvais projet, quoi, quelque part, voilà. Et là, ils s'en sont rendus compte courant novembre, quand apparemment une plainte a été déposée par quelqu'un qui avait sans doute participé soit au film, soit qui est un proche de l'auteur du roman, qui est décédé depuis en plus. Donc bref, tout a été, alors pas annulé, officiellement c'est reporté jusqu'à plus ample information. Donc il n'est pas dit que la série ne sortira jamais. Sauf que maintenant, Apple a compris que la seule manière de la sauver, c'était de racheter les droits ou de passer un accord euh, a posteriori, on va dire, avec les ayants droit du roman. Sauf qu'Apple les trouve pas. Et là, ça commence à devenir un gag, quoi. Alors, je sais que ça arrive. Voilà, j'ai dans ma famille quelqu'un qui était dans le monde du cinéma et je sais que les droits d'un film, par exemple, c'est des choses qui se perdent, même si ça semble dingue. Un grand film de cinéma sorti avec de grands acteurs français, les droits peuvent se perdre et le jour où on veut l'utiliser, eh ben, on ne sait plus qui a les droits. On n'est pas dans le dîner de con, mais voilà, ça peut arriver. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver avec donc ce roman Shoot. Et donc, pour l'instant, l'avenir de la série est suspendu à va-t-on retrouver les ayants droit? Apple va-t-elle réussir à passer un accord avec elle? Va-t-elle vouloir rallonger l'addition? Ça fait mauvais genre. On avait plutôt un super historique en France en termes de séries. Gaumont, ils avaient quand même le succès de Lupin derrière eux. On a quand même eu les Gouttes de Dieu en France. Il y a eu Liaison avec Vincent Cassel. Tout ça. On était sur un bon historique là. Puis on tenait une bonne série sans doute avec Magimel et Mélanie Laurent. Et puis là, voilà, c'est le gros raté dans le monde entier. Il y a eu des articles sur l'abandon, le report, on sait pas bien. On parle de plagiat, donc ça fait un peu tâche, quoi. Voilà. Donc je suis un peu en colère contre la légèreté finalement du système qui fait qu'on vérifie rien et puis on s'engage dans un truc comme ça et on se rend compte 15 jours avant la sortie qu'il y a déjà eu un film, quoi.
bon, c'est pas sérieux. Voilà. Bon, en tout cas, Donc, on je sais a pas. trouvé deux des ayants droit dans le chat, regarde. Oui. Didier et Mike, ils sont prêts. Alors, il faudra qu'on vous départage, hein, parce que Alors, les amis, pour produire le contrat, utilisez Gemini plutôt que ChatGPT. Il est meilleur pour produire des images avec du texte. ah, voilà, c'est ça. Oui. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc, voilà. De Benjamin qui J'espère avait qu'on déjà verra la acheté semaine prochaine. le popcorn pour demain soir et que tu ne sais pas ce qu'il va regarder. Bon, merci de votre fidélité en tout cas à iWeek, la semaine Apple. C'est un grand plaisir chaque semaine de vous retrouver pour passer cette grosse heure avec vous. Grosse heure, hein, j'ai dit, un gros mais. On n'a pas mieux entendu le H, mais sinon ça va. Merci les copains, Fabrice Neumann, toujours super de te retrouver. Et bah oui, c'était un grand merci. Et puis un grand merci à vous deux d'avoir préparé bien parce que je suis arrivé. Donc moi juste ric-rac pour le début de l'enregistrement. Ceux qui nous regardent et nous écoutent ne le savent pas, donc ils le sachent. Et je vous remercie chaleureusement, les copains. Bon, c'est chacun son tour de mettre les pieds sous la table, comme on dit. Exactement. Hein, à charge de revanche. Merci en tout cas. Je rappelle que tu es consultant auprès des petites entreprises et qu'on te contacte via ton site, Fabrice. Et bah oui, pro-fusion-conseil.fr. Voilà. Et toi, Ellie, ex-MCS, MCS, Quelle belle époque. dans le sud de la France, ex-président des Apple Premium Resellers. Grand plaisir aussi d'avoir passé ce moment avec toi. Ouais, c'est Merci à tous pour votre fidélité. Merci notamment à tous nos soutiens Patreon pour leur soutien, pour leur présence. Merci à vous. Merci d'avoir été dans le chat. Ça a marché le chat. On a quand même eu des messages et tout. Très sympa d'avoir pu faire cet épisode à nouveau avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Plein de bonnes nouvelles du côté d'Apple. Et à très vite pour la suite. Salut à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.